Prochain panel, effectivement, dont le thème est les grands projets et chantiers royaux, une transformation en profondeur. Nous allons aborder cette thématique à travers 3 angles différents, mais tout aussi complémentaires. Alors, je vous demande d'accueillir celle et celui qui vont m'accompagner sur scène pour cette discussion. Je vous demande d'accueillir Madame Nisrine Youzi, directrice de l'aménagement du nouveau port de Dakhla Atlantique. Sous vos applaudissements, bien évidemment. J'appelle également Si Saïd Mouline, qui est directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaire et radiologique, à me rejoindre sur scène, sous vos applaudissements également. Et Madame Loubna Trisha, directrice générale de l'Office de formation professionnelle et de promotion du travail. Alors je vous laisse vous installer et je vous rejoins. Alors, j'aimerais commencer cette discussion avec vous, Madame Nisrine Youzi, puisque nous sommes en quelque sorte chez vous. Et c'est vrai qu'il y a 6 mois de cela, on était à Rabat pour parler justement de cette infrastructure du nouveau port de Dakhla Atlantique. Et aujourd'hui, on reparle encore une fois de cette méga infrastructure et ça fait sens d'en parler ici à Dakhla, d'autant plus qu'il y a une visite qui est programmée cet après-midi. Et celles et ceux qui n'ont pas eu la chance et l'occasion, comme moi d'ailleurs, de voir cette infrastructure de visu, verront justement l'état d'avancement des travaux et en quoi c'est une méga infrastructure importante pour l'intégration régionale du royaume dans son environnement régional, mais aussi pour le développement économique de ces provinces du Sud. Alors qu'allons-nous voir justement cet après-midi? Je vais tout d'abord quand même introduire mon propos pour remercier Maroc Diplomatique pour l'organisation de cet événement, et principalement pour ponctuer ce moment important de 10 ans de développement des provinces du Sud, de la vision royale par rapport au nouveau modèle de développement des provinces du Sud, et également par rapport à 25 ans de règne de Sa Majesté le Roi. Une vision royale sur tous les secteurs, y compris le secteur de l'infrastructure que je porte aujourd'hui. Donc déjà, je remercie Maroc Diplomatique par rapport à ce moment-là, à nous réunir pour vivre et ressentir et prendre conscience de ce moment qui est le jalon important par rapport à la mise en œuvre de ces réalisations et de cette vision. Alors le port Dakhla Atlantique, et je suis ravie de vous recevoir au chantier en fin de journée. C'est un grand plaisir, bien évidemment, pour moi et pour toute l'équipe du chantier de vous recevoir et de venir voir en temps réel un peu les travaux qui sont en cours de réalisation dans le chantier. C'est un grand projet portuaire. Donc c'est un projet d'infrastructure qui s'inscrit à différentes échelles. Donc vu que les challenges aussi sont à différentes échelles, je pense la partie qui est liée à la géostratégie, la partie qui est liée à la géopolitique et aussi à l'intégration africaine a été largement discutée et débattue pendant ces 2 jours-là. Et donc j'en suis ravie à chaque fois que j'entends le mot du port Dakhla Atlantique dans les propos des panélistes et des participants aussi, puisque c'est un projet quand même important et des investissements importants. Donc on parle quand même de 13 milliards de dirhams d'investissement initial sur la première phase. On imagine également un investissement supplémentaire à la même taille dans le cadre du partenariat public-privé, que ce soit en termes de concession et préparation de la mise en exploitation du projet, ou aussi de la zone industrielle ou logistique. Quand je parle du port Dakhla Atlantique, l'infrastructure n'est jamais une finalité en elle-même. C'est un écosystème portuaire qui va venir soutenir et supporter cette vision et cet échange économique entre le Maroc et son hinterland. Mais ce que je dirais de très spécial par rapport au projet Dakhla Atlantique, puisque j'ai un background de stratégie portuaire, de constructeur de projets aussi portuaires, un background génie civil aussi en termes de construction des ports. Le Maroc est une nation maritime qui ne se confirme pas qu'aujourd'hui. Le Maroc s'est confirmé en tant que nation maritime depuis des décennies. On a le port de Casablanca qui est maintenant a dépassé ses 100 ans, on vient de le fêter il y a quelques années également. Le port Tanger-Med d'aujourd'hui qui a confirmé le positionnement du Maroc à l'international, que ce soit en termes de performance top 5 ou que ce soit en termes de connectivité dans les top 20. Le port Dakhla Atlantique est une vision du ministère de l'Équipement et de l'Eau en termes d'infrastructures portuaires, en termes de système aussi logistique qui accompagne, en termes des 6 pôles qu'on a mis en place depuis 2012 pour la création de dynamiques régionales et également une dynamique économique. Ce
qui est spécial pour le port Dakhla Atlantique aussi, que c'est un projet qui s'inscrit dans un hinterland africain. Donc on l'a pensé aussi en termes de ce positionnement stratégique par rapport au marché international, par rapport au marché également africain, de réfléchir dans quelle mesure nous pouvons aussi collaborer et répondre à des interconnexions maritimes et également multimodales, parce que la multimodalité aujourd'hui est une clé de réussite pour la compétitivité logistique, pour que les acteurs économiques puissent trouver de l'intérêt aussi à s'installer au niveau de la zone logistique, à faire transiter le trafic portuaire à travers le port de Dakhla. Et donc c'est grâce à cela aussi, à la voie express Disney-Dakhla et aux différents projets qui sont inscrits au niveau du plan de développement régional de Dakhla Ouad Dahab, tout cela est une mise en cohérence par rapport à l'offre Maroc en termes d'infrastructures portuaires. Et parlant de l'offre Maroc, bien évidemment, nous nous inscrivons, on est des bâtisseurs d'infrastructures. Et nous nous inscrivons au service des différentes stratégies sectorielles. J'en parle bien évidemment de la stratégie également et l'offre Maroc hydrogène vert, où on s'est très rapidement adapté par rapport, une fois que l'offre a été dévoilée de façon officielle, à voir et à répondre à la demande des investisseurs futurs pour s'installer pour la création des énergies renouvelables et le transit aussi de l'hydrogène vert. Donc, sous forme, pour nous, les constructeurs, c'est un quai ammoniaque avec des pipelines qu'il faut dimensionner au moment des travaux. Donc, on s'est adapté par rapport à cela et également par rapport à la répartition et la vocation du port qui doit s'inscrire dans le cadre de cette vision globale des stratégies sectorielles. Alors, la transition est toute faite avec le prochain sujet que je voulais aborder avec Saïd Mouline. Effectivement, quand on pense aux provinces du Sud, on pense forcément aux nouvelles infrastructures qui cristallise en quelque sorte cette émergence des territoires, mais comment ne pas penser aux projets d'énergie renouvelable? Et vous êtes là justement pour nous parler de cette transition énergétique. Et Madame Nissen-Youzi, à l'instant, nous explique justement comment la complémentarité et la convergence aussi des intérêts et des visions, d'un côté une infrastructure portuaire et de l'autre des méga-projets d'énergie renouvelable, l'hydrogène vert en l'occurrence. Et alors, vous, j'aimerais savoir avec vous, si Saïd Mouline, parce que c'était une phrase qui a retenu l'attention hier. Il s'agit de vendre du vent, il s'agit de vendre du soleil. Bon, on sait faire, mais il s'agit aussi d'innover peut-être en matière de production d'énergie renouvelable et d'avoir une énergie qui soit à la fois propre, mais aussi économiquement efficace et rentable pour les opérateurs économiques de la région. Merci beaucoup. Et tout d'abord, je voudrais remercier bien sûr Maroc Diplomatique, M. Alaoui pour cette invitation. Et je suis très heureux d'être dans un panel, d'abord où la parité est respectée, et bravo. Et je tiens à le dire ici, si nous sommes ici, c'est aussi grâce au travail d'une grande dame. Madame Kaoui a travaillé d'arrache-pied pour regrouper tout ce beau monde ici. Bravo, merci encore une fois. Et je tiens à le dire, pour répondre à votre question, j'étais ici il y a à peu près 30 ans pour mesurer le vent. Parce qu'avant de vendre le vent, il faut le mesurer quand même. Et on a installé le premier anémomètre à Argoub, de l'autre côté de la baie, pour déjà voir le potentiel éolien de cette région. Et à l'époque, pour vous dire l'essor qu'il y a eu dans cette région, il y avait une caserne et une villa de pêcheurs où on pouvait dormir. Voilà ce qu'il y avait à Dakhla à l'époque. Quand on voit aujourd'hui ce qu'il y a et les projets qu'il y a, c'est grâce à une vision. Une vision, et voilà, le thème de 25 ans de vision royale est tellement flagrant dans cette région que nous voyons dans tous les domaines. Et je viendrai au domaine de l'énergie parce que ça a démarré avec une autre vision qui a touché non seulement notre pays mais notre continent et qui touche à l'énergie. Dès 2009, la lettre royale a été très claire, priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. Des objectifs chiffrés, des agences dédiées, des nouvelles réglementations, des financements verts qui ont été attirés, une industrie, une intégration industrielle. C'est tout ça, cette stratégie, cette vision. Ce n'est pas seulement un projet de centrale solaire ou de parc éolien, c'est une vision sur des décennies, adoptée et aussi impliquée dans le cadre du partenariat public-privé. Le partenariat public-privé, et j'ai eu la chance, lors de la COP22, de présider la commission PPP. Pourquoi nous avons voulu une commission PPP au sein de la COP?
pour cette transition énergétique, non seulement pour notre pays, mais pour notre continent, c'est que tous nos projets ont été développés selon cette approche. Le Premier ministre disait hier ce qui s'est passé dans le secteur de l'électricité lorsqu'il a fallu ouvrir le marché qui était complètement fermé et on était dans une situation très difficile de coupure d'électricité. Vous connaissez très bien l'historique. Et comme on a ouvert au partenariat public-privé, au secteur privé d'investir, un grand chèque qui a été donné à l'époque pour payer les 2 centrales de Jorf, mais c'est pour dire que le PPP est dans notre pays parce qu'il y a eu cette vision, cette stabilité. Aujourd'hui, le PPP fonctionne très bien dans notre pays parce qu'il nécessite 3 choses. Il nécessite la confiance entre les partenaires. Il nécessite la transparence dans les contrats. Et il nécessite de la gouvernance pour respecter ces contrats sur des durées de vie qui ont parfois 25 ans, 30 ans, 35 ans. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le domaine des renouvelables, notre pays, non seulement a attiré des grands acteurs, a attiré un volet industriel, mais a obtenu des prix très, très compétitifs. Nous avons le prix du kilowattheure éolien, un des moins chers au monde. Le prix du kilowattheure solaire, un des moins chers au monde. C'est ce qui fait que ça devient très attractif. Ça devient un projet qui non seulement développe l'électricité pour notre pays, pour notre région, mais aussi les projets d'hydrogène vert dont on a parlé. Et pour faire le lien à ce que vous avez dit, vraiment, nous sommes dans un contexte où, enfin, un pays comme le nôtre, très dépendant énergétiquement, qui a une facture énergétique, qui a eu un impact économique très fort. Nous sommes en train de passer d'un pays importateur d'énergie grise à un pays exportateur d'énergie verte. Vous vous rendez compte le changement de paradigme pour notre économie, en termes de factures, en termes de rentrée de devises, en termes d'emploi. On gagne à tous les niveaux. Et avec le potentiel que nous avons ici, quand je disais je mesurais le vent à Ergoub il y a 30 ans, il y avait aujourd'hui, et nous voyons ce potentiel dans cette région, exceptionnel et qui est valorisé. Les énergies renouvelables, si on ne les utilise pas à l'instant T, elles sont perdues. Et aujourd'hui, hier aussi, on a entendu que quand on nous a dit « vous avez du soleil, votre pays a du soleil », oui, notre pays a du soleil, il a du vent, et il a un potentiel exceptionnel. Lors de la COP22, Sa Majesté a tenu à avoir un sommet des chefs d'État africains pour le climat. Il est anormal que sur notre continent, aujourd'hui, la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité. Il y a plus de 600 millions de citoyens africains qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Quand on connaît le potentiel en solaire, en éolien, en thermique, en gaz, en pétrole, sur notre continent, en hydraulique, il y a de quoi avoir de l'électricité à en revendre et à l'exporter à d'autres continents. Il est anormal que nous soyons encore dans cette situation. Le modèle que nous avons pu développer dans notre pays, qui est partagé aujourd'hui avec beaucoup d'acteurs du continent. J'ai la chance de partager, et lors de la COP, nous avons signé une vingtaine de conventions avec les agences, de plusieurs agences des pays frères du continent, et nous avons partagé notre expérience, et nous avons dit oui, il y a des solutions africaines pour l'Afrique. Et c'est ce qu'a voulu passer comme message Sa Majesté lors du sommet, et pour dire que sur ce thème de l'énergie, mais bien sûr sur l'agroalimentaire, sur tous les autres secteurs, nous sommes dans ce même modèle. Et nous avons montré qu'aujourd'hui, non seulement on peut le faire, nous avons les potentialités pour le faire, nous avons les capacités humaines, et ça, moi aussi passer le relais, pour passer le relais à FPVD, parce que c'est grâce aussi à la formation des jeunes que nous pouvons avoir ces résultats aujourd'hui. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 gigawatts en énergie renouvelable dans notre pays. Nous avons dépassé les 40% qui étaient déjà voulus à l'époque. Donc nous sommes dans un modèle, et avec tout le plan d'hydrogène vert, tout le plan solaire et éolien annoncé, nous sommes encore dans un modèle
je crois qu'on arrivera beaucoup plus tôt à nos objectifs déjà fixés. Alors avant de parler du défi du capital humain, effectivement, avec Madame Loubna Taricha, je rebondis sur un élément, parce qu'on a parlé de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, que nous maîtrisons en quelque sorte aujourd'hui. Il y a aussi l'offre Maroc en hydrogène vert. Mais quid du nucléaire? Parce que je rappelle quand même que vous êtes là, vous nous parlez de transition énergétique et d'énergie renouvelable depuis tout à l'heure, mais vous êtes quand même le directeur général d'une agence marocaine de la sûreté, de la sécurité nucléaire et radiologique. Est-ce qu'il y a des ponts, des liens entre les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire? Il y a 5 ans, je vous aurais dit non. Depuis 2 ans, il se passe quelque chose dans le nucléaire assez incroyable. C'est une énergie décarbonée, donc elle est rentrée dans la décarbonation des énergies. Donc on peut parler d'une énergie nucléaire propre. Plus que ça. À la COP de Dubaï l'an dernier, le Maroc a été signataire d'une initiative pour tripler le nucléaire dans le monde, pour la décarbonation dans le monde. Pourquoi? Il faut, et aujourd'hui, avec l'AIEA, avec beaucoup d'acteurs, nous voyons sur notre continent, aujourd'hui, le Kenya, le Togo, la Namibie, l'Égypte, le Ghana, être aussi intéressés par le nucléaire. Ce qui se passe dans le nucléaire, ce qui est nouveau, c'est que nous avons des petits réacteurs modulaires aujourd'hui qui se déploient, qui se développent. On n'est pas encore dans le déploiement, qui se développent et qui sont beaucoup plus adaptés à nos contextes énergétiques. Ils sont moins gros, donc nos capacités, et un des volets très importants pour notre région et pour tout le continent, c'est de développer beaucoup plus le réseau électrique. Nous sommes interconnectés, nous, Maroc, avec l'Europe, et il faut absolument, et je crois que c'est un message à faire passer aussi pour notre continent, c'est que tous nos pays soient interconnectés. Plus ils seront interconnectés, plus nous pourrons faire des grands projets économiques dans les renouvelables comme dans d'autres secteurs, parce que l'électricité, je parle devant l'ONU, mais pour dire qu'aujourd'hui, l'électricité a besoin d'infrastructures pour pouvoir déployer des grands projets avec ce potentiel renouvelable que nous avons, avec le nucléaire qui nécessite quand même des réseaux électriques assez importants, et c'est pour ça qu'il y a une évolution. Par contre, on ne peut pas faire de nucléaire sans sûreté et sécurité. C'est très important. L'Agence de sûreté et de sécurité nucléaire est là pour mettre en place toutes les règles. Et c'est là, on ne peut pas faire de nucléaire. J'étais à Fukushima il n'y a pas longtemps. L'impact d'un accident nucléaire, ils sont à plus de 150 milliards de dollars de coûts de nettoyage. Il y en a encore pour 30 ans. Pour vous dire, le nucléaire a beaucoup d'atouts, mais attention, il nécessite encore plus de gouvernance et de règles à observer. Donc, mettons en place d'abord les règles, sûreté et sécurité, et ensuite, bien sûr, nous verrons tous les autres volets économiques, d'indépendance énergétique. On a parlé hier de l'uranium. Oui, il y a aussi des projets d'extraction de l'uranium que nous avons dans notre pays avec l'uranium qui se trouve dans le phosphate. Il y a eu des projets avec l'OCP. Il y a beaucoup de choses qui se travaillent là-dessus. Nous pouvons avoir de l'uranium marocain, mais attention, le nucléaire est une technologie qui nécessite toutes ces règles de sécurité et de sûreté d'abord. Voilà. Merci beaucoup aussi, Saïd Mouline, pour toutes ces précisions. Et là, je me tourne tout naturellement vers Madame Loubna Taricha, parce qu'il s'agisse des projets d'énergie renouvelable ou des projets d'infrastructure, derrière la réussite de tous ces projets, il y a des femmes et des hommes qu'il faut former et qui sont là pour justement faire en sorte que ces projets soient des réussites. Et c'est là que l'office que vous dirigez entre en jeu en matière de formation. Alors, que pouvez-vous nous dire justement sur le rôle de l'OFPPT dans ce sens et dans ce cadre ? Merci. Bonjour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de joindre ma voix aux autres panélistes pour remercier les organisateurs et féliciter Madame Kaoui à travers elle l'ensemble des équipes qui travaillent en back-office sur la qualité de l'organisation, sur les débats profonds et hautement riches en valeur ajoutée qui ont été occasionnés et débattus pendant les 4 éditions de MD Sahara. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et puis de répondre à cette question du capital humain. Comme tout le monde le sait, donc qu'on soit dans les infrastructures, dans l'énergie ou encore dans l'industrie plus globalement, le tourisme, la santé et j'en passe
La différence aujourd'hui se joue sur des critères et des facteurs de plus en plus immatériels. Passé l'époque où plus on avait de budget d'investissement, plus on pouvait avoir de l'assurance par rapport au succès de notre projet ou de notre stratégie de développement. Aujourd'hui, avec l'avancée en pas de géant que connaît l'évolution technologique à l'échelle mondiale, avec les grosses transformations qu'apporte le digital, les nouvelles ressources énergétiques et nouvelles visions de management du business, la différenciation, on le sait, se joue sur des critères de plus en plus immatériels et à leur tête la capacitation des jeunes et la maîtrise des technologies et pour faire court de la compétence. Et c'est là où nous intervenons. Donc, en tant qu'office public, je témoigne de la grande sensibilité et de la conscience de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, par rapport à cet aspect-là, puisque nous avons été honorés et nous avons eu la chance de bénéficier d'une attention particulière et d'une sollicitude perpétuelle au secteur de la formation professionnelle depuis son intronisation, ce qui a fait de l'OFPPT un acteur clé dans l'ensemble des politiques sectorielles qui ont été amorcées depuis, mais aussi dans l'ensemble des plans de développement régionaux et qui comptent plus d'une dizaine de territoires depuis. En conséquence, nous avons été repositionnés d'office public à office public stratégique en 2012, avec en chiffres une capacité qui a évolué de 40 000 places pédagogiques annuellement à l'aube des années 2000 à plus de 400 000 places pédagogiques annuelles de nos jours. Nous avons également été impliqués en tant qu'acteurs clés et que bras armés du développement social en étant un partenaire phare pour les fondations Mohamed V et pour la solidarité et la fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus et qui porte en quelque sorte l'action sociale de Sa Majesté à travers tout le royaume. Ces deux fondations visent à implémenter des plateformes de développement des compétences dans les zones les plus défavorisées d'une part, mais aussi en milieu pénitentiaire pour préparer la réinsertion des détenus. Aujourd'hui, et puis la dernière sollicitude à date, c'est celle de la nouvelle feuille de route, dont on se rappelle certainement tous. Je rappelle que pendant les années 2018-2019, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a appelé pendant 3 discours consécutifs à la réforme du secteur de la formation professionnelle et à ce qui a été conclu par la nomination d'une commission ministérielle multisectorielle à laquelle l'OFPPT a été impliquée pour repenser la réforme de la formation professionnelle, se traduisant par 5 projets phares qui définissent les priorités de cette transformation, qui commence par la refonte du portefeuille de l'offre de formation, de par l'élimination des spécialités, disons, obsolètes ou qui ne sont plus à l'ordre du jour, l'inscription de nouveaux programmes de formation en phase avec les métiers du futur et les nouvelles ambitions de développement du Maroc, l'inclusion des populations, on va dire, particulières dans les cibles de l'offre de formation, et là je parle particulièrement des personnes en reconversion professionnelle, des chercheurs d'emploi, des personnes en activité informelle, afin justement de drainer plus de formalisme, plus de formalité, et d'enrichir aussi le niveau de compétences des différentes cibles, y compris les plus défavorisées aujourd'hui, mais aussi 2 sujets phares qui ont marqué cette feuille de route, c'est de repositionner les soft skills en tant que compétences clés à développer chez les jeunes d'aujourd'hui. Et dans ces soft skills, on inclut également tout ce qui est comportemental, capacité d'adaptation, polyvalence, étant donné l'évolution dont on est conscient des métiers à compter d'hier, mais ça continuera de manière de plus en plus prononcée dans le futur. On sait tous aujourd'hui que personne ne sera amené à pratiquer le même métier pendant toute une carrière, contrairement à ce qui
à ce qui se passait peut-être il y a un certain nombre de décennies de cela. Et puis la deuxième service qui manquait au dispositif et qui a apporté la feuille de route, c'est l'orientation des jeunes. Et donc c'est d'assurer cet accompagnement au-delà de l'accompagnement visant à effectuer un choix pertinent de spécialité et de filière, mais d'en faire un accompagnement durable qui se perpétue pendant tout le cycle de formation et qui permet tout au long du curricula d'accompagner le jeune à construire un projet professionnel pour qu'arrivé à la phase de diplômé, il a une vision sur son choix de carrière, qu'il fasse le choix de s'inscrire dans le salariat, dans l'entrepreneuriat ou encore de poursuivre ses études. C'est quelque chose qui pour nous se travaille pendant toutes les 2 années de formation. Si on veut parler des provinces du Sud, alors je citerai que le dernier, je reviendrai une dizaine d'années au passé pour justement rappeler le contrat-programme ou le programme de développement intégré des provinces du Sud, et dans lequel il a été décrété de réaliser 3 établissements qui sont aujourd'hui tous opérationnels, dans l'Istea al-Wahda ad-Dakhla, qui est à coloration industrielle, pour accompagner donc la mise en place de la zone industrielle de l'Ayoun. Ad-Dakhla, c'est l'institut spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie-tourisme qui a été fondé pour justement soutenir la position de Dakhla en tant que joyau touristique du sud marocain. Et au niveau de Terfaya, nous avons l'institut multisectoriel, mais à dominance énergie renouvelable, pour justement produire et soutenir la mise en place des fermes photovoltaïques et éoliennes de la région. Ce contrat-programme vise justement à construire un écosystème intégré dans les provinces du Sud, mais aussi à en faire un trait d'union entre le Maroc en tant qu'écosystème économique national et son extension, son prolongement africain. Et on sait tous aujourd'hui que l'avenir du Maroc, voire l'avenir de l'économie continentale, dépend justement de ces liens et de cette cohésion qu'il peut y avoir entre les pays du continent. Et Sa Majesté nous a forcé à prendre conscience de cela, particulièrement pendant les tournées africaines qu'il y a eu en 2015-2016, et où la formation professionnelle a été à l'ordre du jour dans chacune de ces visites, voire bon nombre de centres de formation ont été lancés par Sidna Lainsro comme don à des pays amis portés par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable, et pour lesquels c'est l'OFPPT qui assure l'assistance technique et l'accompagnement à la réalisation de ces projets. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que toute initiative de création d'un nouveau dispositif de formation se fait en étroite collaboration avec les partenaires à la fois économiques, mais aussi territoriaux, afin justement de répondre de manière rapprochée aux besoins réels, que ce soit des PDR, que ce soit des politiques de développement sectorielles. Pour citer quelques exemples, je parlerai du plan d'accélération industrielle, dans le cadre duquel l'OFPPT avait formé plus de 17 000 jeunes, répondant à un cahier des charges spécifique pour différents sous-secteurs industriels, partant de l'automobile, l'aéronautique, les industries métalliques et métallurgiques. Je parlerai aussi du tourisme 2010, tourisme 2020, et puis la nouvelle feuille de route de 2026 à laquelle nous sommes impliqués à date d'aujourd'hui, le contrat-programme logistique, et j'en passe. Voilà, donc pour les provinces du Sud, je reviens, ces régions, ô combien chères à notre cœur, disposent aujourd'hui d'un dispositif comptant plus de 16 établissements de formation, dans certains multisectoriels et d'autres dédiés à un secteur particulier. Ce dispositif apporte une capacité de formation ou une offre de formation de près de 22 000 places pédagogiques annuellement, auxquelles vont se rajouter 3 cités des métiers et des compétences,
dans celle de l'Ayoun Saqiya al-Hamra qui est d'ores et déjà opérationnelle. Et nous avons également la Cité des métiers et des compétences de Dakhla et de Gilmim Wednoun qui le seront, qui vont ouvrir leurs portes aux jeunes à partir de la prochaine rentrée, Inch'Allah. À cela se rajoutent des 5 plateformes ou 5 cellules de formation en milieu pénitentiaire, dont le dernier, celui de Dakhla, qui a été inauguré l'année dernière, et une antenne du Centre national Mohamed VI pour les personnes en situation de handicap et qui ouvrira, Inch'Allah, bientôt au niveau de Gilmim. Vous avez tout dit. J'allais vous relancer sur le plan d'action justement de l'OFPPT pour ces provinces du Sud, mais votre compte rendu était effectivement exhaustif. Alors juste pour boucler la boucle, j'aimerais revenir vers Madame Nisrine Youzi, parce que en parlant du port d'Dakhla Atlantique, on en a parlé lors de notre dernière rencontre, mais c'est une infrastructure aussi qui s'inscrit dans un cadre régional plus vaste à travers cette vision royale pour l'Afrique atlantique, mais aussi la main tendue aux pays du Sahel pour avoir un accès direct à la façade atlantique. Que pouvez-vous nous dire justement sur le rôle prépondérant de cette infrastructure portuaire au niveau de Dakhla pour la réussite et de cette vision royale pour l'ensemble du pourtour atlantique et pour les pays également du Sahel? Bon, comme son nom l'indique, le port Dakhla Atlantique, c'est un projet qui se situe au niveau de la façade atlantique. Et aujourd'hui, en termes de positionnement de l'Afrique à la scène internationale, en termes de part dans le marché international du trafic maritime, les chiffres sont très très timides. Nous parlons des 12 milliards de tonnes qui transitent un peu partout dans le monde. Et les États africains, ou l'Afrique, le continent africain de façon générale, qui est un pays de chargeurs et non pas un pays d'armateurs, participe à moins de 5% par rapport à ce trafic mondial. En plus de cela, un trafic aussi à générer grâce à l'infrastructure, c'est une opportunité vu les potentialités énormes et les ressources énormes qui existent au niveau des pays du Sahel, notamment sur les ressources minières, sur le volet agricole et également sur les produits de transformation d'industrie de second degré. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, grâce à une infrastructure énorme, parce qu'en fait, construire un port, c'est également un long chemin à parcourir en termes d'études techniques et un long chemin également à parcourir en termes de réalisation du projet et de son exécution sur le temps réel. On parle de 7 ans d'exécution du projet qui a été précédé de 6 ans d'études pour pouvoir réaliser l'infrastructure elle-même, qui est très spéciale. Les infrastructures, dans le sens du génie civil, ce n'est des infrastructures, il n'y a pas un port qui ressemble à un autre. C'est vrai qu'on a des normes communes en termes de conception des ouvrages. On a des règlements internationaux, des règlements techniques que nous nous réjouissons aujourd'hui que tous les ports marocains se situent au niveau du diapason international en termes de conception technique, mais aucun port ne ressemble à un autre. Le port Dakhla Atlantique, c'est un complexe j'essaie d'éviter un peu le technique parce que cet après-midi, j'aurai le plaisir aussi d'avoir la parole pour vous présenter le projet dans sa globalité, mais sur les 35 millions de tonnes de capacité portuaire qui se joint aux 270 millions de tonnes existants pour le Maroc, avec une vision d'augmenter cette capacité à 350 millions de tonnes en tant que capacité de traitement de trafic, et également la prochaine vision, grâce à Sa Majesté le Roi, sur la réflexion sur une nouvelle compagnie maritime, elle vient compléter un petit peu cette vision globale. Donc offrir aux pays du Sahel ou au continent africain de façon générale ces investissements qui sont énormes, parce qu'on parle d'un port profond, on parle d'un smart port, on parle d'un green port, puisque c'est un projet qui se réalise en greenfield. Donc on est le premier client de cette belle ressource qu'on a dans la région de Dakhla. On est le premier client, que ce soit sur la zone industrielle qu'on qualifie déjà, on est en train de la brander comme étant une région verte, vu les nouvelles orientations à l'international et le positionnement également des entreprises internationales et l'Union européenne aussi, le continent européen avec les nouvelles directives en termes de décarbonation de tous les secteurs d'industrie, il n'y a pas que le secteur logistique, mais tout le secteur industriel. Donc le Maroc se positionne aussi en tant que provider, en tant que fournisseur du marché international européen par rapport à cette énergie. Donc parlant de cela aussi, donc j'avais parlé de la multimodalité qui est importante parce que la connectivité et la massification du flux, ils sont deux clés parce que we are making business. On doit créer de la valeur ajoutée, on doit créer de l'emploi, bien évidemment, puisque finalement l'impact ressenti aussi du modèle de développement des provinces du Sud s'inscrit en chiffres en termes de
d'emplois créés, en termes d'investissements aussi drainés, et en termes de PIB qu'on voit au niveau de la région de Dakhla qu'il est en train de se restructurer pour devenir un PIB orienté vers l'industrie, vers la logistique et vers les métiers des énergies. C'est quelque chose que je considère personnellement que c'est une mutation profonde, c'est une vision royale de faire des provinces du Sud aussi un fleuron de développement économique, et cela grâce aux différents secteurs et différentes activités. Alors revenons à la question du Sahel aussi, puisque généralement au niveau des débats, je disais toujours que l'Organisation maritime internationale considérait les pays côtiers ou bien les États côtiers qui ont une façade maritime comme étant des États privilégiés. Parce qu'il y a la question de la zone économique exclusive, il y a la question de la mer territoriale, il y a un certain nombre de questions sur le droit international de la Convention Montego Bay qui fait à ce qu'avoir une façade maritime, c'est avoir le privilège aussi de pouvoir réaliser, faire des connectivités également, d'avoir des ressources sous-marines. Donc l'idée également de mettre à disposition une infrastructure et une façade maritime et un point d'entrée, un exutoire vers le pays, vers l'Atlantique, et qui dit vers l'Atlantique, dit bien évidemment vers le monde entier, à travers l'acheminement des biens et des services, à travers offrir un service aussi. Donc le projet de Dakhla Atlantique qui est, comme j'ai dit, spécifiquement orienté vers l'export. Le port de Casa, juste pour donner un peu un benchmark, le port de Casablanca, Agadir, Georges Sfa, c'est des ports qui sont orientés sur le domestique, sur l'amour-export, pour répondre aux besoins nationaux, que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour les ménages. Le port de Tangemed ou le port de Nador Ouest Med est orienté sur le transbordement de trafic, donc il est orienté sur un trafic par rapport à leur positionnement au niveau du détroit. Dakhla Atlantique, il est sur un hinterland africain, et également il est sur une stratégie d'exportation. Il y a une stratégie de ressentir et de chercher un impact économique et d'augmenter la compétitivité et la possibilité d'exporter des marchandises et de massifier les flux. Ça, c'est très important, et je pense au niveau des études de marché, c'est très commun la question de la masse critique. Avoir une masse critique en termes de flux, forcément, fera de nous qu'on soit beaucoup plus compétitifs. Donc, augmenter cette commune, être un lieu de communion, dans le sens un peu poétique et dans le sens subjectif, c'est aussi massifier du trafic, massifier de l'activité ensemble, que ce soit du Tchad, Mali, Niger, Burkina Faso, également passant par la Mauritanie. Ça permettra de fluidifier, de créer ces corridors. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle des corridors logistiques au niveau le PIDA, qui est le programme de développement de l'Afrique, de l'Union africaine, a plaidé aussi la cause de la nécessité de mettre en place des highways. Aujourd'hui, alhamdoulilah, le Maroc a pu réussir ce défi. Il a réalisé des highways, on a les routes, les autoroutes, on est assez connecté en termes d'infrastructures routières et portuaires, et aussi de pouvoir être compétitif sur l'offre qu'on va donner par rapport aux acteurs économiques, puisque c'est une question de compétitivité au niveau du marché, d'être attractif pour que également les armateurs, parce que quand on dit un port, on parle scène internationale, on parle trafic maritime international, on parle aussi de l'effet du bargaining power entre les gouvernements côtiers, qui sont les armateurs, qui sont les chargeurs et les concessionnaires au niveau du port, et également les armateurs qui vont décider où est-ce qu'ils vont orienter leur trafic. Donc un peu pour pouvoir répondre à cette question-là également, c'est une question de compétitivité, de présence sur la scène, et également c'est une question de lier, de tisser ces relations commerciales et économiques et d'offrir une zone logistique de plus de 1650 hectares, d'offrir un pont maritime qui va permettre d'avoir un pont profond. Parce que les challenges techniques de réaliser le port Dakhla Atlantique ne sont pas les moindres, puisqu'on réalise un projet dans une façade où la bathymétrie est nécessaire, parce qu'avoir un deep sea port, les ports profonds aujourd'hui, c'est la clé de la réussite. Et pour avoir des ports profonds, il faut vraiment investir au niveau des ouvrages de protection qui, aujourd'hui, alhamdoulilah, le Maroc, il le finance dans son budget général de l'État pour les 13 milliards de dirhams, parce que c'est une vision royale, parce que c'est un projet qui a des retombées économiques, qui a des retombées politiques et stratégiques pour l'État marocain. Et c'est grâce à cela que on n'est pas juste en train de rêver cet avenir-là, mais au sens propre, on est en train de le construire au niveau du site de Dakhla Atlantique. En tout cas, c'est une très belle introduction pour la visite qui va suivre cet après-midi. Donc, je pense que j'ai encore plus envie d'aller voir cette méga infrastructure qui nous promet tant de merveilles à l'avenir, et on l'espère. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour cette discussion fort intéressante.